Mes parents se sont portés garants pour le prêt automobile de 75 000 € de mon frère sans la moindre hésitation. Quand j'ai demandé 2 000 € pour éviter qu'on ne me coupe l'électricité, mon père m'a répondu « Tu dois apprendre l'indépendance ». Je n'ai pas discuté. J'ai simplement arrêté d'appeler. 6 mois plus tard, ils ont eu besoin d'un service. J'ai simplement répondu « J'ai appris l'indépendance ». Je m'appelle Antoine. J'ai 32 ans. Et je pensais que l'expression « les liens du sang sont les plus forts » avait un sens. Il s'avère que cela signifie simplement que le sang fait plus de dégâts quand il touche le sol. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Je ne suis pas un homme violent. Je suis le genre de personne qui s'excuse auprès des meubles quand ils se cognent dedans. Mais ce que mes parents ont fait sur une période d'environ 3 ans a transformé le fils toujours prêt à faire plaisir, un vrai golden retriever, en quelqu'un qui a appris la leçon la plus importante de sa vie. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles qui vous apprennent à vous aimer le moins. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner une vue d'ensemble. J'ai grandi à Bron, une banlieue de taille moyenne près de Lyon. Le genre d'endroit où tout le monde connaît vos affaires avant vous et où il y a une église à chaque coin de rue en compétition pour la messe du dimanche. Mes parents, Jean et Françoise, ont eu 2 garçons. Il y avait moi, l'aîné, et puis mon petit frère, Kevin. Oui, Kevin. Ma mère l'a nommé d'après un personnage d'une série américaine dont elle était obsédée quand elle était enceinte. Et honnêtement, ce nom lui allait à merveille parce que ce gamin a vécu toute sa vie comme s'il jouait dans une série dramatique où il est toujours le héros et où tous les autres sont des personnages secondaires. En grandissant, Kevin était l'enfant chéri. Et je ne dis pas ça de manière vague, du genre « oh, mes parents l'aimaient un peu plus ». Je le dis de manière concrète, mesurable, le genre de choses qu'on pourrait tracer sur un graphique. Quand Kevin jouait au football, nos parents assistaient à absolument tous les matchs, même ceux à l'extérieur à 2 heures de route. Quand je faisais de l'athlétisme, ma mère m'a un jour demandé « Comment s'est passé ton petit jogging ?» Alors que je rentrais à la maison avec une médaille de la 2e place aux championnats départementaux. Celle-là m'est restée. Écoutez, je ne vais pas m'asseoir ici et prétendre que j'étais un ange en grandissant. J'étais un gamin calme, avec des notes moyennes, rien d'extravagant. Je ne réclamais pas d'attention et je ne causais pas de problème, mais dans ma famille, apparemment, c'était les mauvaises qualités à avoir. Kevin était bruyant, charmant, et avait toujours un nouveau projet en cours qui nécessitait d'être financé, célébré ou sauvé. Au moment où nous avons tous les deux terminé le lycée, le schéma était plutôt bien établi. Kevin avait de l'enthousiasme et un carnet de chèques ouvert. J'avais une tape dans le dos et un tu vas te débrouiller. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai déménagé. Pas de fanfare, pas d'adieu larmoyant. J'ai entassé mes affaires à l'arrière d'une vieille Clio cabossée que j'avais achetée avec l'argent gagné en faisant des petits boulots, et j'ai conduit jusqu'à un studio à 20 minutes de l'autre côté de la ville. Je me souviens de mon père debout dans l'allée, les bras croisés, et ses mots de départ ont été « bien ». Un homme doit voler de ses propres ailes. J'avais 18 ans. Kevin en avait 16 à l'époque et venait de recevoir un tout nouvel ordinateur portable parce qu'il disait en avoir besoin pour le lycée. Je partageais l'ordinateur de bureau familial qui tournait encore sous une vieille version de Windows, mais bien sûr, papa. L'indépendance. Je me suis décarcassé pendant la décennie suivante. Je parle de travailler d'arrache-pied. Je travaillais à temps plein dans un entrepôt tout en suivant des cours du soir en IUT. Il m'a fallu 4 ans pour obtenir un diplôme de 2 ans parce que je ne pouvais me permettre de payer que quelques modules à la fois. Personne ne m'a aidé. Pas d'argent pour les frais de scolarité, pas de courses déposées chez moi. Pas de voici 100 € pour t'aider avec le loyer. Je ne l'ai pas demandé non plus parce qu'à ce moment-là, j'avais intériorisé le message. Antoine gère les choses tout seul. Pendant ce temps, Kevin s'est laissé porter dans une université publique que mes parents ont aidé à payer. Pas entièrement, mais suffisamment pour qu'il obtienne son diplôme avec un minimum de dette et une licence en commerce qu'il n'a jamais vraiment utilisée. Après la fac, il a bourlingué, travaillant un temps chez un concessionnaire automobile, puis a essayé de lancer une entreprise d'aménagement paysager qui a duré environ 4 mois avant qu'il ne s'ennuie. Chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas, maman et papa étaient là avec un filet de sécurité et un discours d'encouragement. Quand son matériel d'aménagement paysager a été saisi parce qu'il avait oublié de payer, papa l'a tiré d'affaire. Quand il a rompu son bail pour emménager avec une petite amie et s'est retrouvé avec des frais de résiliation anticipés, maman a couvert les frais.
Cet homme avait un airbag financier pour chaque accident qu'il provoquait. Je veux être clair sur une chose. Je n'étais pas jaloux de l'argent en soi. Je veux dire, bien sûr, ça aurait été sympa, mais ce qui me rongeait vraiment, c'était le principe, le message que ça envoyait. Kevin valait la peine d'investir. Kevin valait la peine d'être protégé. Antoine était livré à lui-même parce qu'Antoine devait apprendre. Faisons un bond dans le temps jusqu'à mes 29 ans. Je m'étais frayé un chemin jusqu'à un emploi décent de coordinateur logistique pour une entreprise de transport régional. Rien de glamour, mais un travail honnête avec une mutuelle et un salaire régulier. Je sortais avec une femme nommée Chloé, qui était de loin la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Chloé était assistante dentaire avec un rire qui pouvait remplir une pièce et le genre d'attitude pragmatique qui me gardait les pieds sur terre quand je commençais à perdre le contrôle. Nous étions ensemble depuis environ 1 an et les choses étaient solides. Puis l'entreprise de transport a traversé une mauvaise passe. Des contrats sont tombés à l'eau et ils ont fait une vague de licenciements. Devinez qui était juste assez junior pour se retrouver sur la sellette. C'est exact. Un vendredi après-midi, mon manager m'a convoqué, s'est excusé environ 6 fois et m'a tendu un dossier contenant mes informations de départ, 2 semaines de salaire et une poignée de main. J'ai essayé de ne pas paniquer. J'avais quelques économies, mais pas beaucoup. Le loyer allait tomber, les factures s'accumulaient, et ma voiture avait besoin d'une réparation que je repoussais. Chloé a proposé de m'aider, mais elle avait du mal à garder la tête hors de l'eau avec ses propres prêts étudiants. J'ai passé 3 semaines à postuler à tous les emplois que je pouvais trouver. Mais le marché était sec et mon téléphone ne sonnait pas. C'est alors que les choses sont devenues assez serrées pour que je ravale ma fierté et fasse quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé mon père, pas pour demander la charité, ni pour un cadeau. J'avais besoin de 2000 € pour couvrir ma facture d'électricité et 1 mois de loyer le temps de me remettre sur pied. Je lui ai dit que je le rembourserais dans les 90 jours. 2000 €. C'était tout. Le silence à l'autre bout du fil a duré environ 5 secondes, mais a semblé durer 5 minutes. Puis mon père a soupiré comme il le faisait toujours quand je le décevais, ce qui apparemment arrivait souvent, et a dit « Antoine, je t'aime, mais tu dois apprendre l'indépendance. Si je te tire d'affaire maintenant, tu n'apprendras jamais à gérer les choses par toi-même. » J'avais 29 ans. Je gérais les choses par moi-même depuis l'âge de 18 ans. Mais bien sûr, papa, l'indépendance. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit « d'accord ». Et j'ai raccroché. Je me suis assis sur le bord de mon lit dans mon appartement sombre, car j'avais déjà commencé à rationner l'électricité, et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Chloé m'a trouvé comme ça quand elle est passée après le travail. Elle n'a rien dit au début. Elle s'est juste assise à côté de moi, a posé sa main sur mon genou et a attendu. Voici le pire. La partie qui a fait passer cela de simplement triste à absolument exaspérant. Environ 3 semaines avant que je passe ce coup de fil, ma mère avait publié sur les réseaux sociaux à quel point elle était fière de Kevin pour sa nouvelle voiture. J'avais fait défiler mon écran au début, sans trop y penser. Mais après le petit discours de mon père sur l'indépendance, j'y suis retourné et j'ai regardé plus attentivement. Kevin avait acheté une voiture toute neuve. Et je ne parle pas d'une berline raisonnable. Je parle d'un SUV allemand de 75 000 €, toutes options. Le genre de chose qui semble avoir été conçu pour quelqu'un qui veut que tout le monde à la station-service sache qu'il a de l'argent. Ce truc devait consommer 10 litres au 100 km dans un bon jour. Et comment Kevin, qui n'avait jamais gardé un emploi pendant plus de 18 mois, et dont le dossier de crédit était probablement désastreux, a-t-il réussi à obtenir l'approbation pour un véhicule de 75 000 €? Mes parents s'étaient portés garants sans hésitation, sans une leçon sur l'indépendance, sans une seule syllabe sur le fait d'apprendre à voler de ses propres ailes. 75 000 € de risque financier pour le jouet de Kevin, mais 2 000 € pour garder l'électricité chez moi. Ça nécessitait une leçon de caractère. Quelque chose a basculé en moi cette nuit-là, quelque chose de silencieux et de permanent. Je n'ai pas fait de déclaration dramatique ni envoyé de texto en colère. J'ai juste arrêté d'appeler. La première semaine de silence a été facile. La deuxième semaine, je me suis surpris à chercher mon téléphone quelques fois par habitude. De la même manière qu'on gratte une démangeaison qui n'est plus vraiment là. À la troisième semaine, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Personne ne l'a remarqué.
Mes parents n'ont pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Aucun texto de ma mère me demandant comment j'allais. Pas de message je pense juste à toi. Rien. 3 semaines entières. Et la seule personne de ma famille qui m'a contacté a été ma cousine Clémentine. Et ce n'était que parce qu'elle avait besoin d'une recommandation pour une entreprise de déménagement. Ce silence m'en a dit plus que n'importe quelle conversation ne pourrait jamais le faire. Quand j'étais celui qui faisait l'effort, qui appelait tous les dimanches, qui se présentait au repas de famille, qui envoyait des cartes d'anniversaire. On aurait dit que nous avions une relation. Le moment où j'ai arrêté de ramer, le bateau n'a plus avancé. J'avais été le moteur tout ce temps, et personne n'a même remarqué quand le moteur s'est arrêté. Pendant cette période, les choses à la maison ont empiré avant de s'améliorer. Mon électricité a été coupée pendant 4 jours, fin octobre, ce qui, dans la région lyonnaise, signifie qu'il fait assez froid pour être misérable, mais pas assez froid pour que quiconque pense qu'il s'agit d'une urgence. Chloé m'a pratiquement fait emménager dans son appartement pour cette période, même si elle avait un studio qui était à peine assez grand pour une personne. Nous avons dormi sur un canapé convertible avec une barre au milieu qui m'a laissé un bleu sur les côtes. Et je me souviens être allongé là dans le noir en pensant, mes parents dorment dans une maison de 4 chambres en ce moment, et ils ne savent même pas que mon courant est coupé. Et ils s'en ficheraient s'ils le savaient. Cette pensée aurait dû me rendre triste. Et honnêtement, c'est ce qu'elle a fait en partie, mais une plus grande partie m'a mis en colère. Pas la colère chaude et explosive. La colère froide. Celle qui s'installe dans les os et devient un moteur. J'ai pris des petits boulots, des livraisons, j'ai déplacé des meubles pour des gens sur des sites de petites annonces. J'ai même aidé un gars à installer une clôture un week-end. Chloé et moi avons rassemblé ce que nous pouvions, et j'ai fait remettre le courant. C'était juste. Incroyablement juste, mais nous nous en sommes sortis. Chaque centime que j'ai gratté pendant cette période me semblait avoir du poids. Comme si je construisais quelque chose à partir de rien, ce qui, je suppose, était le cas. Environ 6 semaines après le début de mon silence, ma mère a fini par envoyer un texto. Pas pour demander comment j'allais, ni pour vérifier si j'étais en vie. Elle m'a écrit pour me dire que Jessica, la petite amie de Kevin, organisait une fête d'anniversaire surprise pour lui et que je devais être là. Pas nous adorerions que tu viennes. Pas ça signifierait beaucoup. Je devais y être, comme si c'était une obligation que j'avais négligée. J'ai fixé ce texto pendant une bonne minute. Puis j'ai répondu, je ne peux pas m'arranger. Je ne travaillais pas ce jour-là. Je ne voulais juste pas aller regarder ma famille faire des courbettes devant Kevin pendant que je prétendais que tout allait bien. Ma mère a répondu par, tu as toujours une excuse, Antoine. Ton frère remarque quand tu n'es pas là. J'ai presque ri à voix haute à celle-là. Kevin remarquait mon absence de la même manière qu'on remarque un coussin de canapé manquant. Vaguement, brièvement, et seulement parce que quelqu'un l'avait fait remarquer. Je n'ai pas répondu après ça, mais l'échange a allumé quelque chose en ma mère car 2 jours plus tard, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai encore laissé sonner. Au 3e appel, j'ai décroché surtout parce que je craignais que si je ne le faisais pas, elle n'escalade d'une manière ou d'une autre jusqu'à se présenter à ma porte, et je n'étais pas prêt pour cette représentation. Antoine Moreau, pourquoi ignores-tu ta mère? Nom complet. C'est comme ça que j'ai su qu'elle s'apprêtait à me faire culpabiliser comme jamais. J'ai gardé une voix plate. Je ne t'ignore pas, maman. J'ai été occupé. Occupé à quoi? Tu ne peux pas consacrer un après-midi pour l'anniversaire de ton frère. Il était blessé, Antoine. Il a demandé où tu étais. J'avais du travail. Je ne me suis pas étendu. Je n'avais pas l'impression de lui devoir une explication. Tu sais, ton père et moi avons toujours essayé de vous traiter, vous les garçons, de manière égale. Elle a réellement dit ça sans la moindre trace d'ironie. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé comme s'il venait de m'insulter, ce qui, je suppose, était le cas à travers elle. Mais tu rends les choses difficiles quand tu t'éloignes comme ça. La famille est censée être là les uns pour les autres. C'était la phrase qui a failli me faire craquer. La famille est censée être là les uns pour les autres. J'avais envie de crier. J'avais envie de dire, où était la famille quand on a coupé mon courant? Où était la famille quand j'ai demandé 2000 € et que j'ai eu droit à un sermon? Où était la famille quand Kevin a eu une garantie de 75 000 €,
mais que moi j'ai eu une tonalité et une leçon de vie. Mais je n'ai rien dit de tout cela parce que je savais avec une certitude absolue que cela n'aurait pas d'importance. Elle ne l'entendrait pas. Elle dévierait, expliquerait, reformulerait, et d'une manière ou d'une autre, je finirais par m'excuser de l'avoir fait se sentir mal. Alors à la place, j'ai juste dit, tu as raison, maman. La famille devrait être là les uns pour les autres. Et j'ai raccroché. Elle a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un long paragraphe qui commençait par je ne sais pas ce qui t'a pris et se terminait par nous t'avons mieux élevé que ça. Je l'ai lu une fois, j'ai senti ma mâchoire se serrer et j'ai rangé mon téléphone dans un tiroir. Chloé m'observait depuis la cuisine avec ce regard qu'elle a quand elle choisit ses mots avec soin. Ce n'est pas le genre à vous dire ce que vous voulez entendre. C'est le genre à vous dire ce que vous devez entendre, puis à vous faire un croque-monsieur pendant que vous digérez l'information. Ça va ? A-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Mais je pense que je vais aller bien. Bonne réponse. Elle a fait glisser une assiette sur le comptoir. Croque-monsieur ? Je vous l'ai dit. 2 semaines après ce coup de fil, c'était la Toussaint. Ou plutôt, la Toussaint a eu lieu pour la famille Moreau et je n'en faisais pas partie. Ma mère a envoyé un texto groupé à la famille élargie concernant l'organisation du dîner et j'étais inclus dans la boucle. Je n'ai pas répondu. Le jour venu, Chloé et moi avons préparé notre propre petit repas dans son appartement. Elle a fait rôtir un poulet et nous avons regardé un film et mangé une tarte de la boulangerie du supermarché. Et c'était honnêtement l'un des meilleurs week-ends de la Toussaint que j'ai jamais eu. Pas besoin de marcher sur des œufs. Pas besoin de regarder Kevin tenir la cour en bout de table pendant que mon père le regardait comme s'il avait inventé le feu. Juste moi et Chloé et un poulet légèrement trop cuit mais fait avec amour. Ma mère m'a écrit ce soir-là. Tu nous as manqué aujourd'hui. Ton père te passe le bonjour. Je suis sûr que ce n'était pas le cas, mais bon. J'ai répondu par un simple bon week-end et j'en suis resté là. Le truc avec le fait de couper les ponts ou de réduire les contacts comme dans mon cas, c'est qu'on ne se sent pas puissant au début. On se sent seul. On a l'impression d'être celui qui est puni même si on est celui qui a subi un préjudice. Il y a eu des nuits où j'ai pris mon téléphone et où j'ai failli appeler mon père. Pas parce que je lui pardonnais, mais parce que le silence était si lourd qu'il pesait sur ma poitrine. J'ai grandi dans cette maison. Ces personnes sont cousues dans mes premiers souvenirs. Les couper n'était pas comme retirer une écharde. C'était comme essayer d'enlever une côte. Mais à chaque fois que je ressentais cette attirance, je me souvenais d'être assis dans mon appartement sombre, seul, pendant que mes parents dormaient à poing fermé sachant que leur fils de 30 ans n'aurait peut-être pas de chauffage cette semaine-là. Et l'attirance disparaissait, remplacée par ce moteur froid et silencieux. Noël est arrivé et je ne suis pas rentré non plus. Ma mère a appelé le matin de Noël et j'ai répondu parce que c'était Noël et que je ne suis pas un monstre. Elle a pleuré. Elle m'a demandé ce qu'elle avait fait de mal. Elle a dit que je manquais à Kevin. Elle a dit que mon père était trop fier pour appeler, mais qu'il s'inquiétait. J'ai écouté tout ça. Et quand elle a fini, j'ai dit, j'apprécie que tu appelles, maman. Joyeux Noël. C'était tout. Pas de dispute, pas d'accusation. Aucune porte laissée ouverte pour qu'elle puisse déformer mes mots en quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Je pense que cette conversation l'a secouée parce qu'elle est restée silencieuse pendant un moment après ça. Mais honnêtement, à ce moment-là, j'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer parce qu'il se passait quelque chose dans ma vie que je n'avais pas vu venir. Et ça allait tout changer. Vous vous souvenez des petits boulots que je faisais pour payer mes factures ? L'un des boulots que j'avais accepté consistait à aider un type nommé Didier à déménager les biens de son défunt père d'un garde-meuble. Didier avait la cinquantaine, bâti comme un ancien joueur de rugby, avec une barbe poivre et sel et le genre de poignée de main qui vous donne l'impression de venir de signer un contrat. Il dirigeait une entreprise de taille moyenne spécialisée dans la logistique et la gestion de flotte, appelée Logistique Horizon. Pas énorme, mais solidement rentable et en pleine croissance. Quand je me suis pointé pour aider avec le garde-meuble, je ne savais rien de tout ça. C'était juste un gars sur un site d'annonce proposant 150 € pour une journée de travail de force. Nous avons passé environ 8 heures ensemble ce jour-là, à déplacer des meubles, à trier des cartons, à faire des allers-retours à la déchetterie. En chemin, nous avons commencé à parler. Quand il a découvert que j'avais une expérience en logistique et un diplôme d'IUT en gestion de la chaîne d'approvisionnement,
il s'est arrêté au milieu de sa phrase, a posé le carton qu'il portait et m'a regardé comme si je venais de lui dire que je parlais latin. Vous êtes en train de me dire que vous avez une véritable expérience en logistique et que vous transportez des meubles pour 150 €? J'ai haussé les épaules. Le marché du travail a été dur. Il a mis la main à son portefeuille, a sorti une carte de visite et a dit « Appelez-moi lundi ». Je ne plaisante pas. Ne m'obligez pas à vous retrouver. J'ai failli ne pas appeler. C'est le problème quand on vous a rabaissé pendant si longtemps. Quand quelqu'un vous tend la main, votre premier instinct est de vous demander où est le piège. Mais Chloé a vu cette carte de visite sur ma table de chevet et a pratiquement menacé d'appeler Didier elle-même si je ne le faisais pas avant midi lundi. Alors j'ai appelé. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de Didier chez Logistique Horizon, en train de signer des papiers pour devenir leur nouveau coordinateur des expéditions. Le salaire n'allait pas changer ma vie au début. 38 000 € par an plus les avantages, mais après des mois à me débrouiller avec des petits boulots et des restes de poulet, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. J'avais de nouveau une mutuelle. J'avais un virement automatique. J'avais un bureau avec mon nom sur une petite plaque en métal, que Chloé a photographié et mise en fond d'écran sur son téléphone parce qu'elle disait qu'elle était agressivement fière de moi. Je me suis jeté dans ce travail comme s'il me devait de l'argent. J'ai appris chaque itinéraire, le nom de chaque chauffeur, les particularités de chaque client. En l'espace de 3 mois, Didier m'a promu assistant aux opérations. En 6 mois, je dirigeais pratiquement la planification quotidienne de la moitié de la flotte. Didier n'était pas le genre à micro-gérer. C'était le genre de patron qui vous donnait de la corde et regardait pour voir si vous alliez grimper ou vous pendre avec. J'ai grimpé. Pendant cette période, il s'est passé autre chose qui a son importance dans l'histoire. Chloé et moi nous sommes fiancés. Rien d'extravagant. J'ai économisé pendant 2 mois, j'ai acheté une bague chez un bijoutier local qui m'a fait un prix parce que j'avais aidé son neveu à déménager, et je l'ai demandé en mariage un mardi soir dans sa cuisine pendant qu'elle préparait des pâtes. Elle a dit oui avant même que j'aie fini la question. Je crois que ses mots exacts ont été, évidemment, oui. Maintenant, lève-toi avant que la sauce ne brûle. Cette femme est tout mon cœur. Le mariage a été intime. Une cérémonie à la mairie, 12 personnes, une réception dans un petit bistrot que Chloé adorait. Mes parents n'étaient pas invités. J'y ai pensé. Chloé et moi en avons discuté plus d'une fois, mais en fin de compte, je ne voulais pas passer le jour de mon mariage à gérer leurs sentiments ou à regarder mon père avoir l'air mal à l'aise ou à entendre ma mère faire des commentaires passifs-agressifs sur le lieu. Je voulais un jour qui soit à moi, entièrement à moi, sans le poids de leur approbation ou désapprobation qui plane au-dessus. Ma cousine Clémentine est venue par contre. Elle a amené sa petite amie et une bouteille de champagne qui était bien trop chère pour ce bistrot. Et elles ont toutes les deux pleuré pendant les vœux, ce qui m'a fait pleurer, ce qui a fait rire Chloé, ce qui a fait pleurer tout le monde encore plus fort. C'était parfait. La nouvelle est revenue aux oreilles de mes parents par le bouche-à-oreille familial, parce que bien sûr. Bron est le genre d'endroit où les nouvelles voyagent plus vite que le son. Ma mère a appelé Clémentine et a apparemment eu une crise. Des sanglots, des cris, la totale. Comment pouvait-il se marier sans nous le dire? Comment pouvait-il faire ça à sa famille? Clémentine, que Dieu la bénisse, a dit à ma mère que peut-être si elle s'était davantage intéressée à la vie d'Antoine avant le mariage, elle aurait été au courant pour le mariage. Ma mère lui a raccroché au nez après ça. Mon père m'a envoyé un texto 2 jours plus tard. Il disait, « J'ai appris que tu t'es marié. Félicitations, je suppose. » Je suppose. Un mot qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma position. Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, chez Logistique Horizon, les choses continuaient d'avancer. Didier avait l'ambition d'étendre l'entreprise à la livraison du dernier kilomètre pour les clients du commerce électronique, qui était en plein essor, et il avait besoin de quelqu'un pour développer la nouvelle division. Il m'a demandé si j'étais intéressé. Je lui ai dit qu'il me faudrait une augmentation, une petite équipe et 6 mois pour prouver le concept. Il a ri, m'a serré la main et a dit, « J'aime les gens qui connaissent leurs valeurs. Il était temps que tu connaisses la tienne. » Cela m'a fait un effet différent. Pas d'une mauvaise manière, de la manière qui m'a fait réaliser que j'avais passé toute ma vie à me sous-évaluer parce que les personnes qui étaient censées voir ma valeur ne l'avaient jamais vue. Didier l'avait vu en 8 heures à déplacer des cartons. Mes parents n'avaient pas pu la voir en 30 ans.
J'ai construit 7 divisions de zéro. J'ai embauché 3 chauffeurs pour commencer, établi des contrats avec des entreprises locales en transition vers la vente en ligne, et créé des modifications de logiciels d'itinéraire qui ont réduit les temps de livraison de 20%. Dès le premier trimestre, la nouvelle division était rentable. Didier m'a donné une prime et un nouveau titre, directeur des opérations, division du dernier kilomètre. J'avais 30 ans et je dirigeais un département. Pas mal pour le gamin qui avait besoin d'apprendre l'indépendance. Chloé et moi avons emménagé dans un véritable appartement. 3 pièces, un petit balcon, une cuisine où l'on pouvait ouvrir le four sans heurter le mur opposé. Nous avons adopté un chien, un bâtard ébouriffé nommé Hector, qui avait l'air d'avoir été assemblé à partir de pièces de rechange, mais qui avait le tempérament le plus doux de toutes les créatures vivantes. La vie était pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, vraiment belle. Pas juste survivre, belle. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé à ma famille pendant cette période. J'y ai pensé surtout tard le soir quand tout était calme et qu'Hector ronflait au pied du lit. Je me demandais ce qu'il tramait. Si le SUV de Kevin avait déjà été saisi. Si ma mère avait redécoré la cuisine comme elle en parlait depuis des années. Si mon père s'était jamais assis dans son fauteuil en repensant au coup de fil où il disait à son fils en difficulté de se débrouiller seul. Mais ces pensées allaient et venaient comme le mauvais temps. Elles ne restaient pas. J'avais Chloé. J'avais Didier et l'équipe chez Logistique Horizon. J'avais Clémentine, qui prenait régulièrement de mes nouvelles et qui était devenue plus comme une sœur que mon vrai frère ne l'avait jamais été. J'avais construit une vie qui n'incluait pas mes parents. Et la partie la plus étrange c'était à quel point cela semblait naturel, comme enlever une chaussure qui n'a jamais été à la bonne taille et réaliser qu'on boitait depuis des années sans le savoir. Au moment où la partie suivante de cette histoire s'est produite, j'étais essentiellement sans contact avec mes parents depuis environ 1 an et demi. Je les avais vus une fois brièvement lors de funérailles familiales où nous avions échangé des hochements de tête polis et rien de plus. Ma mère avait l'air plus vieille. Mon père avait l'air pareil. Kevin n'était pas là, ce qui, j'ai appris plus tard, était dû au fait qu'il traversait une épreuve, ce qui dans le langage de Kevin pouvait signifier n'importe quoi d'une rupture à une faillite en passant par une mauvaise coupe de cheveux. J'étais en paix. J'étais installé. Je construisais quelque chose de vrai. Et puis mon téléphone a sonné et c'était un numéro que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et tout ce que j'avais construit était sur le point d'être testé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. L'appel est arrivé un mercredi après-midi de mars. J'étais à mon bureau en train d'examiner les indicateurs de livraison lorsque mon téléphone a vibré avec le numéro de mon père. Je n'avais pas vu ce numéro s'afficher depuis plus d'1 an. Je l'ai regardé pendant 3 sonneries, puis j'ai décroché parce que la curiosité est une chose dangereuse et apparemment je n'avais pas encore appris cette leçon. Antoine, sa voix semblait différente, plus frêle d'une certaine manière, comme s'il s'était légèrement dégonflé. C'est ton père. Je sais, papa. L'identification de l'appelant existe. Il y a eu une pause. Il n'avait pas l'habitude que je sois tranchant. L'ancien Antoine n'aurait pas dit ça. L'ancien Antoine aurait dit « Salut, papa. Tout va bien ?» et aurait immédiatement commencé à absorber tout ce qui allait suivre. Mais l'ancien Antoine avait eu le courant coupé pendant que ses parents se portaient garant pour un SUV de luxe. Donc, l'ancien Antoine avait pris sa retraite. J'appelle parce que nous avons une situation et j'aurais bien besoin de ton aide. Il l'a dit avec raideur. De la manière dont vous demanderiez votre chemin à un étranger. Pas de chaleur, pas de tu me manques, juste de l'utilité. Quel genre de situation? Il a expiré. C'est à propos de Kevin et de la maison. Il s'avère, et je veux que vous appréciez vraiment l'ironie ici parce que je l'ai certainement fait. Kevin n'avait pas remboursé le prêt de la voiture. Pas seulement raté un paiement ou 2, il avait complètement fait défaut. 6 mois de rien du tout. Il avait perdu son dernier emploi dans une entreprise de location de matériel après s'être disputé avec un client. Sa petite amie Jessica l'avait quitté et il avait apparemment vécu dans sa voiture pendant quelques semaines avant que la banque ne vienne la récupérer. Et comme mes parents s'étaient portés garants, la banque s'en est prise à eux, aussi. 75 000 €. Mes parents étaient maintenant redevables du solde restant d'un prêt qu'ils avaient co-signé sans hésitation pour leur enfant chéri. La banque menaçait de prendre une hypothèque judiciaire sur leur maison s'ils ne réglaient pas la situation ou ne trouvaient pas un arrangement. Le plan d'épargne retraite de mon père avait déjà pris un coup suite à de mauvais investissements l'année précédente,
et le travail à temps partiel de ma mère au secrétariat de la paroisse ne rapportait pas exactement des 1000 et des 100. Ils étaient, selon ses mots, dans une mauvaise passe. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le silence parler pendant 1 minute. Mon père l'a rempli à contre-cœur avec plus de détails. Kevin avait également accumulé des dettes de cartes de crédit qu'il avait cachées à tout le monde, quelque chose de l'ordre de 20 000 euros. Le SUV n'était pas la seule chose avec laquelle il avait été irresponsable. C'était juste la plus grosse. Mes parents avaient déjà vidé leur épargne de précaution en aidant Kevin à couvrir certains des paiements minimums de cartes de crédit, et maintenant le prêt de la voiture était l'enclume suspendue au-dessus de leur tête. Alors, qu'est-ce que tu me demandes, papa? Je voulais l'entendre le dire. J'avais besoin de l'entendre le dire. Une autre pause. J'entendais ma mère en arrière-plan chuchoter quelque chose que je n'arrivais pas à distinguer. Elle le coachait probablement. Nous te demandons si tu pourrais nous aider financièrement juste pour passer cette mauvaise passe. Ta mère et moi ne pouvons pas perdre la maison, Antoine. J'ai laissé cela reposer un instant. Combien? 15 000 euros nous mettraient à jour sur le prêt et nous donneraient le temps d'élaborer un plan de remboursement avec la banque. 15 000 euros. 15 000. L'homme qui m'avait dit que 2 000 euros forgerait mon caractère me demandait maintenant 15 000 euros parce que son fils préféré avait conduit un SUV à 75 000 euros dans un fossé financier et les avait entraînés avec lui. Je n'ai pas réagi au téléphone. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir et que je le rappellerais. Il a dit, ne prends pas trop de temps, Antoine. La banque n'est pas patiente. Comme si je ne savais pas ce qu'était la pression financière. Comme si je ne l'avais pas vécu pendant qu'il regardait ailleurs. Ce soir-là, Chloé et moi étions assis à la table de la cuisine avec Hector affalé sur le sol entre nous, et j'ai tout déballé. L'appel, le prêt, le montant, l'ironie si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur des toasts. Chloé a écouté tout ça sans m'interrompre, ce qui me prouvait qu'elle prenait cela au sérieux car cette femme a des opinions sur tout et elle n'est pas timide pour les partager. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé et a dit, « Que veux-tu faire ?» Je ne sais pas. Si, tu le sais. Tu ne veux juste pas encore le dire. Elle avait raison. Elle a toujours raison sur les choses qui comptent. Ce que je voulais faire, c'était dire non. Pas par rancune, pas par vengeance, mais parce que dire oui signifierait que rien n'avait changé. Cela signifierait que j'étais toujours celui qui donnait et donnait et donnait pendant que mes parents prenaient et prenaient et prenaient. Seulement maintenant les montants avaient plus de 0 à la fin. Mais il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de la maison dans laquelle j'avais grandi. Le couloir où ma taille était marquée au crayon sur l'encadrement de la porte. La cuisine où ma mère préparait son gratin dauphinois tous les dimanches. Le jardin où j'avais appris à taper dans un ballon de foot avec mon père avant que Kevin n'arrive et que tout ne bascule. Cette maison signifiait toujours quelque chose pour moi, même si les personnes à l'intérieur m'avaient laissé tomber. J'ai appelé Clémentine le lendemain et je lui ai dit ce qui se passait. Clémentine, qui avait toujours été plus branchée sur l'actualité de la famille que moi, a comblé quelques lacunes que je n'avais pas. Apparemment, Kevin partait en vrille depuis des mois. La rupture avec Jessica n'était pas juste une rupture. Elle l'avait quitté parce qu'il flambait son argent dans des jeux de hasard en ligne et mentait à ce sujet. La perte d'emploi était en fait un licenciement pour faute et la situation de vie dans la voiture durait depuis plus longtemps que mes parents ne l'admettaient. Ils étaient au courant de ses problèmes depuis un moment et avaient discrètement englouti de l'argent pour essayer de maintenir sa vie en ordre sans le dire à personne. Ils n'avaient demandé d'aide à personne d'autre. J'ai posé la question. Clémentine a ri, mais pas le genre de rire amusé. À qui demanderait-il? Tout le monde dans la famille sait que Kevin est un désastre. Tu es le seul qui a réellement les moyens d'aider. Et honnêtement, je pense que tu es le seul qu'il pense capable de le faire vraiment. Ça m'a frappé. Il pensait que je le ferais. Pas parce qu'il me respectait ou m'accordait de la valeur, mais parce qu'il m'avait formé à être celui qui répondait toujours présent sans rien attendre en retour. J'étais le distributeur automatique familial. Insérez une pièce de culpabilité, recevez ma soumission. J'ai passé les 2 jours suivants à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris le temps de la réflexion. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas cherché à plaire. J'ai parlé à Chloé. J'ai parlé à Clémentine. Et j'en ai même parlé à Didier. Pas de la partie argent, mais de la partie famille. Didier,
qui avait perdu son propre père et savait à quoi ressemblaient les dynamiques familiales compliquées, a dit quelque chose qui m'est resté. La question n'est pas de savoir si tu as les moyens de les aider. La question est de savoir si les aider te coûterait quelque chose que l'argent ne peut pas racheter. Cet homme devrait écrire les messages des biscuits chinois. Vendredi, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas dire non exactement, mais je n'allais pas dire oui de la manière à laquelle il s'attendait non plus. J'allais faire quelque chose que je n'avais jamais fait dans toute ma relation avec mes parents. J'allais fixer des conditions. Mes conditions. Et si ça ne leur plaisait pas, ils pouvaient appeler Kevin et lui demander l'argent. Oh, attendez. Ils ne le pouvaient pas parce que Kevin était la raison pour laquelle ils étaient dans ce pétrin en premier lieu. J'ai appelé Chloé au déjeuner et je lui ai fait part de mon plan. Elle a écouté, a posé 2 questions de clarification, puis a dit, c'est la chose la plus typique d'Antoine Moreau que j'ai jamais entendue, et j'adore ça. Je lui ai dit que je l'aimais, moi aussi. Et puis je me suis assis à mon bureau et j'ai rédigé le script téléphonique le plus important que j'ai jamais écrit. Pas dans la colère, pas dans l'amertume, dans un calme absolu, calculé et profond. J'allais rappeler mon père le samedi matin. Et pour la première fois de ma vie, la conversation allait se dérouler exactement comme je le voulais. Samedi matin, 9 heures précises. Je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et mon téléphone devant moi. Chloé était sur le canapé, faisant semblant de lire un livre, mais m'observant absolument par-dessus. Hector dormait sous la table, joyeusement inconscient que son maître était sur le point de livrer la performance de sa vie. J'ai composé le numéro de mon père et il a décroché à la première sonnerie, ce qui signifiait qu'il attendait. « Antoine, as-tu réfléchi ? Pas de bonjour, pas de comment vas-tu ? Directement l'aspect transactionnel, ce qui rendait les choses plus faciles en fait. Oui, papa. Peux-tu mettre maman sur haut-parleur ? Je veux vous parler à tous les deux. Il y a eu un bref remue-ménage, des murmures, puis la voix de ma mère. Nous sommes tous les deux là, mon chéri. Elle ne m'avait pas appelé mon chéri depuis longtemps. Je l'ai noté comme on noterait un vendeur de voitures d'occasion complimentant votre chemise. De la flatterie avec un but précis. D'accord, voici où j'en suis. J'ai gardé une voix posée. Ni froide, ni chaleureuse. Neutre, comme un présentateur de journal télévisé rapportant quelque chose qui ne le touchait pas personnellement. Je vais vous aider, mais j'ai des conditions et elles ne sont pas négociables. Des conditions. La voix de mon père avait ce ton tranchant. Celui qui disait qu'il était déjà offensé par l'idée que son fils oserait avoir des conditions. Dommage. Premièrement, j'ai besoin d'un compte rendu complet de ce que Kevin doit et de ce que vous devez à cause de lui. Pas des estimations approximatives, les vrais chiffres, les relevés bancaires, les documents de prêt. Je veux voir exactement à quoi nous avons affaire. Mon père a commencé à objecter à propos de la vie privée de la famille, mais je l'ai coupé. Papa, tu me demandes 15 000 euros. C'est devenu mes affaires quand tu en as fait mes affaires. Ma mère est intervenue doucement. Nous pouvons rassembler ça. Deuxièmement, je ne vous donne pas 15 000 euros. Je vous les prête. La cousine de Chloé est clerc de notaire. Elle va rédiger une reconnaissance de dette. 3 ans, taux d'intérêt 0. Vous la signerez tous les deux. Mon père a eu l'air de penser que je lui proposais un duel. Une reconnaissance de dette. Entre membres de la famille ? Oui, entre membres de la famille. De la même manière qu'un accord de garantie aurait dû être géré entre membres de la famille. Mais nous y reviendrons. Troisièmement, et c'est le plus important. Je veux une conversation en face à face, pas à propos de l'argent, à propos de tout. À propos de la raison pour laquelle Kevin obtient une garantie de 75 000 euros sans sourciller, mais que 2 000 euros pour mon électricité ont nécessité un séminaire de renforcement du caractère. Nous allons avoir cette conversation et vous allez écouter, pas vous défendre, pas vous expliquer. Écoutez. Le silence à l'autre bout du fil a été si long que j'ai vérifié pour m'assurer que l'appel était toujours connecté. Puis j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant de toute ma vie. Mon père s'est raclé la gorge et sa voix s'est brisée très légèrement. Juste ce qu'il fallait. D'accord, Antoine. 2 mots, mais de la part de Jean Moreau, un homme qui exprimait des émotions de la même manière qu'un cactus exprimait de l'humidité. Ces 2 mots étaient pratiquement une symphonie. D'accord, ai-je dit. Je passerai dimanche prochain.
Nous parlerons d'abord et si la conversation se déroule comme elle le doit, je ferai transférer l'argent lundi. Ma mère est intervenue. Antoine, nous t'aimons. Tu sais que nous t'aimons, n'est-ce pas? J'ai fait une pause. Je sais que tu crois que c'est le cas, maman. Je pense que nous devons parler de ce à quoi cela ressemble dans la pratique. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Pas pour être dramatique, bien que Chloé ait dit que c'était extrêmement dramatique et qu'elle était très impressionnée, mais parce que j'avais dit ce que j'avais à dire, et tout ce qui aurait suivi aurait dilué le propos. Le dimanche suivant, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Bron. Chloé a proposé de venir, mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire seul. Elle m'a embrassé, m'a tendu un thermos de café et a dit « N'oublie pas, tu ne leur dois pas ta paix. Tu leur donnes une chance. » Il y a une différence. Je vous l'ai dit, cette femme est tout mon cœur. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 minute à regarder la maison. Le même crépi blanc, les mêmes volets verts, le même panier de basket qui n'avait pas été utilisé depuis 15 ans. Je me suis avancé jusqu'à la porte et j'ai sonné, ce qui m'a fait bizarre car j'avais l'habitude de simplement entrer, mais je n'étais plus cette personne. Ma mère a ouvert la porte ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 18 mois. Elle m'a serré dans ses bras et je l'ai laissé faire, mais je n'ai pas fondu en larmes comme je le faisais avant. Mon père était dans le salon, assis en avant dans son fauteuil comme s'il était prêt à se lever si nécessaire. Il m'a regardé et a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. Nous nous sommes assis et j'ai parlé pendant 45 minutes. Je leur ai tout dit. Le courant coupé, les 4 jours dans le studio de Chloé, les petits boulots, la solitude. Je leur ai dit ce que ça faisait de voir le SUV de Kevin sur les réseaux sociaux 3 semaines avant que je n'appelle pour demander de l'aide. Je leur ai parlé de Noël et de la Toussaint manquée et du fait de me marier sans eux et de comment chacune de ces absences était une blessure que je m'infligeais à moi-même parce que l'alternative était pire. Ma mère a beaucoup pleuré. Mon père n'a pas pleuré, mais il a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il a enfoui son visage dans ses mains et l'a gardé ainsi pendant un long moment. Quand il a levé les yeux, ses yeux étaient rouges et il a dit « Je n'avais pas réalisé ». Je sais que ça ressemble à une excuse facile, mais je n'avais sincèrement pas réalisé à quel point les choses étaient différentes pour toi et ton frère. Nous pensions que tu allais bien. Tu avais toujours l'air d'aller bien. Parce que j'y étais obligé, papa. Je n'avais pas l'option de ne pas aller bien. Il n'y avait personne pour me rattraper si je tombais. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison, et je suis désolé. Je sais que ça pourrait ne pas suffire, mais je le dis et je le pense. Ma mère a tendu le bras et a attrapé ma main. Nous t'avons laissé tomber, Antoine. Je ne sais pas comment nous avons laissé les choses empirer à ce point, mais nous l'avons fait. Et je suis tellement désolé. Voici ce qu'il en est des excuses. Elles ne réparent pas tout. Elles ne remontent pas le temps ni n'effacent les dégâts. Mais des excuses sincères livrées sans nuance ni déviation peuvent entrouvrir une porte qu'on croyait scellée. Je ne leur ai pas pardonné ce jour-là. Le pardon n'est pas un interrupteur. Mais je leur ai dit que la reconstruction prendrait du temps, des efforts, et pas seulement de ma part. Ensuite, j'ai abordé la question de l'argent. J'avais la reconnaissance de dette imprimée, nette et professionnelle, courtoisie de la cousine de Chloé. Mon père l'a regardé comme s'il s'agissait d'un document étranger, mais il l'a signé. Ma mère l'a signé. J'ai transféré les 15 000 € le lendemain matin. Maintenant, voici la partie que vous attendiez. Environ 2 semaines après mon entrevue avec mes parents, Kevin m'a appelé. La première fois depuis probablement 3 ans. Il a commencé d'un ton désinvolte. Salut, frérot. Ça fait un bail, comme si nous étions de vieux potes de fac reprenant contact. Puis il est venu au fait. Il avait entendu dire que j'avais aidé maman et papa et il se demandait si je pouvais peut-être l'aider aussi. Juste un peu, peut-être 10 000 € pour se remettre sur pied. J'ai laissé l'audace de cette demande se poser dans ma poitrine comme un ballon de plomb. Puis j'ai dit aussi calmement et aussi clairement que je n'ai jamais rien dit de ma vie, Kevin, je vais te donner le même conseil que papa m'a donné quand j'avais besoin de 2 000 € pour garder l'électricité chez moi. Tu dois apprendre l'indépendance. Le silence de son côté était magnifique. Il a bafouillé quelque chose sur le fait que c'était différent, sur le fait que sa situation était plus compliquée. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Bonne chance, Kevin. Je le pense vraiment.
Et j'ai raccroché et je ne vais pas mentir. J'ai souri. Pas un grand sourire, pas une danse de la victoire. Juste un petit sourire silencieux qui portait environ 30 ans de poids retiré de mes épaules. C'était il y a 8 mois. Mes parents effectuent les paiements de la reconnaissance de dette, de petits montants, mais constants, et ils n'en ont pas manqué un seul. Ma mère m'appelle une semaine sur 2 maintenant, et les conversations sont parfois gênantes, mais elles sont vraies. Mon père m'a envoyé un texto pour mon anniversaire qui disait « Joyeux anniversaire, mon fils. Je suis fier de toi. » 6 mots. Pas de je suppose, juste de la fierté, claire et affirmée. Kevin essaie toujours de comprendre les choses. Aux dernières nouvelles par l'intermédiaire de Clémentine, il vit avec un pote et travaille dans un entrepôt. Pas très différent de là où j'ai commencé, en fait. Peut-être qu'il construira quelque chose à partir de ça. Peut-être pas. C'est son parcours. Et pour la première fois de ma vie, je ne porte sincèrement pas le poids de ses choix. Quant à moi, Didier m'a encore promu le mois dernier. Directeur principal. Chloé et moi avons versé un acompte sur une maison, un petit pavillon avec 3 chambres, un jardin assez grand pour qu'Hector le détruise et une cuisine assez grande pour que Chloé prépare ses pâtes sans donner des coups de coude au réfrigérateur. Nous signons le mois prochain. La vie que j'ai maintenant, la femme, le travail, le chien, la maison, la paix, rien de tout cela n'est venu de mes parents. C'est venu de moi. De Chloé, de Didier, de Clémentine, de chaque personne qui m'a vu clairement quand les personnes qui auraient dû me voir en premier regardaient de l'autre côté. Mon père m'a dit d'apprendre l'indépendance. Alors je l'ai fait. Je l'ai si bien apprise que lorsqu'il a finalement eu besoin de moi, j'étais assez indépendant pour fixer mes propres conditions. Et cela pourrait bien être la leçon la plus chère qu'il ait jamais enseignée. Commentaire, parfois, la leçon la plus difficile est d'apprendre à se choisir soi-même. Fixer des limites saines n'est pas un acte d'égoïsme, mais une preuve de respect envers soi-même. Nous ne pouvons pas remettre notre valeur entre les mains de ceux qui ne savent pas la reconnaître. La plus grande douceur que l'on puisse s'accorder est de s'éloigner des situations qui nous rabaissent. Le chemin vers la guérison exige du courage, car il faut d'abord accepter la solitude. Choisir sa tranquillité d'esprit est un investissement qui rapporte toujours plus que les compromis douloureux. Souvent, la véritable famille est celle que l'on se choisit et qui nous tire vers le haut. Il n'est jamais trop tard pour redéfinir ses relations et reconstruire sa vie sur des bases saines. Votre valeur n'est pas négociable, et votre paix intérieure demeure votre bien le plus précieux. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.